Une jeune femme de 20 ans vient d'être enlevée et sa famille va tout tenter pour la retrouver, en particulier sa mère. Ses proches comprennent rapidement que c'est l'œuvre d'un cartel local. Sa vie est en danger et chaque minute compte pour la retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire complètement dingue et vous allez vite comprendre pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains épisodes. Tous les vendredis à 17h. Sur ce, sans plus attendre, accrochez-vous bien, on va se plonger dans l'histoire de Myriam Rodriguez. Éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Notre histoire nous conduit aujourd'hui à San Fernando, ville mexicaine de l'État de Tamaulipas. Celui-ci est à la frontière avec les États-Unis, touchant l'État du Texas. San Fernando ne se trouve qu'à quelques kilomètres seulement du golfe du Mexique. Elle comptabilise un peu plus de 50 000 habitants. La ville ne bénéficie malheureusement pas d'un cadre de vie rêvé. Elle est connue pour son lien avec les guerres de drogue de plusieurs cartels. 2 massacres ont été recensés dans les environs. En 2010 notamment, une fusillade intervient entre des membres de cartel et les forces de l'ordre. En représailles pour la perte de ces hommes, le cartel en question commet un véritable massacre. Environ 70 personnes sont retrouvées mortes dans un ranch non loin de la ville. Un survivant affirmera qu'il a été enlevé par le cartel Los Zetas. Il souhaitait traverser la frontière et avait refusé de travailler pour le cartel. Le deuxième massacre a été orchestré l'année suivante seulement. Suite à la découverte de nombreux ossements, on dénombrera pas moins de 190 victimes. Cette vidéo commence déjà très fort. Et vous allez voir que c'est que le début. Là où on s'aventure, ça rigole pas du tout. Je veux pas viser un continent ou un pays ou quoi, mais l'Amérique latine, faut se le dire, c'est des grands malades. À chaque fois que je vous parle d'une histoire qui vient de là-bas, c'est de la pure folie. Maintenant que je vous ai fait cette petite intro, on se concentre désormais sur l'histoire de Myriam Rodriguez. Myriam est née le 5 février 1960 à San Fernando. Nous n'avons pas d'éléments concernant son enfance et le début de sa vie d'adulte. Elle est mariée à un homme dont le nom de famille est Salinas. Elle est mère de 3 enfants, un fils aîné Luis Hector et 2 filles Karen Alejandra, née en 1991, et la dernière Azalea. J'ai pu lire que Myriam avait été aide ménagère au Texas. La famille possède un magasin de vêtements de cow-boy nommé le Rodeo Boots. La famille Salinas Rodriguez vit depuis toujours à San Fernando. Cependant, la dangerosité de la ville pousse Luis à déménager ailleurs. Il ouvre un commerce à Ciudad Victoria. Mais ce choix, ce n'est pas celui de ses sœurs, en particulier Karen. La jeune fille désire terminer ses études. Elle souhaite rester pour terminer son cursus scolaire et aider sa mère dans le magasin familial. Mais malheureusement, le frère avait eu raison. Quelque chose de terrible va se produire. Il n'aurait jamais dû rester dans les environs. Le 23 janvier 2012, la vie de la famille prend une affreuse direction. Karen, âgée de 20 ans, est enlevée alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule. La jeune fille s'était rendue en ville pour travailler au Rodeo Boots. 2 camions avec des individus armés l'ont poursuivie, jusqu'à mettre la jeune fille à l'arrêt. Des hommes entrent de force dans le véhicule, extirpant sa propriétaire avant de l'enlever. C'est le cartel local de Los Zetas qui est rapidement soupçonné d'avoir commis l'acte. Myriam, la maman, est désespérée. Et tu m'étonnes, sa fille vient d'être enlevée. Et pas par n'importe qui, par un putain de cartel. Donc autant vous dire que la situation était dramatique. Et ça, la mère le savait. Une demande de rançon lui est envoyée peu de temps après les faits. Si elle souhaite revoir sa fille en vie, elle doit payer une importante somme d'argent. Et si elle ne répond pas aux attentes, il lui arrivera des choses terribles. Ici, je vais vous parler un peu de ce cartel, Los Zetas. C'est important de faire un point et de savoir d'où ils viennent et qui ils sont exactement. Le cartel Los Zetas a été fondé en 1997 ou 1999. Il est fondé par Arturo Guzmán de Sena. L'organisation contrôle le nord-est du territoire mexicain. Le but premier de cette nouvelle organisation est de servir de bras armé au cartel du golfe d'Osiel Cárdenas Guillén.
Los Zetas est connu pour être composé par des ex-militaires et des paramilitaires. Nous sommes donc sur des personnes qui ont été formées au maniement des armes et autres pratiques. Arturo Guzman était lui-même un ancien membre des forces spéciales. L'homme est tué par l'armée mexicaine en 2002. Los Zetas pratiquent de nombreux assassinats et enlèvements à travers tout le pays. Ils tuent quiconque ont un lien avec la police ou les cartels adversaires. Ce sont des gens sans pitié qui n'hésiteraient pas une seule seconde à vous tuer. Le journaliste Pablo Pineda, soupçonné d'être un informateur de la DEA, est enlevé et subit de la torture avant d'être tué le 9 avril 2000. Le 9 juillet 2001, c'est le chef de la police de l'État de Nuevo León qui est assassiné. Et ici, je vous parle que de 2 cas seulement. Dites-vous que Los Zetas est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Personne n'est à l'abri. À partir du moment où tu es dans le viseur du cartel, tes jours sont comptés. Voici pour la petite parenthèse du cartel. Maintenant, revenons auprès de Myriam et sa famille. Les proches de la jeune fille sont au pied du mur. Myriam et son mari n'ont pas les fonds nécessaires pour payer. Ils empruntent de l'argent auprès d'une banque afin de sauver Karen. Ils obéissent aussi aux instructions reçues par téléphone. D'ailleurs, les appels ne sont pas seulement pour faire des demandes d'argent, mais pour menacer les proches de Karen. La somme est remise à l'endroit prévu, à proximité d'un centre médical. Désormais, elle doit attendre que sa fille soit libérée. Myriam doit se rendre dans un cimetière, comme on lui a renseigné. Elle s'y rend, mais Karen n'est pas libérée. Elle ne rentrera pas à la maison. Les semaines passent, et ça réduisait énormément les chances de retrouver la jeune femme en vie. La mère de famille décide de se mettre en relation avec le cartel lui-même. Cette demande aboutit. Un des membres du cartel accepte de la rencontrer. Il donne rendez-vous à Myriam au restaurant El Junior. Il a une proposition à faire à la mère de la jeune fille. Il peut lui venir en aide contre une somme d'argent. L'homme lui demande la somme de $2000. On lui demande à nouveau de l'argent. Mais Myriam et sa famille n'ont pas d'économie. Ils ont déjà emprunté de l'argent pour payer la rançon. À ce moment précis, Myriam est persuadée qu'elle ne retrouvera jamais Karen en vie. Je tenais juste à dire que cette mère est formidable. Je la trouve tout simplement formidable. Franchement, elle a mon total respect. Parce que contacter un cartel, je sais pas si vous imaginez, mais c'est inconcevable. À partir du moment où tu contactes un cartel, tes chances de survie tombent à 0. C'est simple. Ces gens-là n'ont rien à perdre et tu ne peux pas négocier avec eux. Mais malgré ça, sachant tout ça, elle va essayer de tout faire pour sauver sa fille. Donc juste pour ça, respect, elle ne va pas abandonner. Myriam et ses proches trouvent de nouveau de l'argent. Une nouvelle rencontre est convenue entre la mère et l'individu. Alors qu'elle remet l'argent, elle capte le prénom du criminel. Celui-ci porte un talkie-walkie et au cours d'un appel, Myriam entend le nom de Sama. Elle conserve cette information dans un coin de sa tête, tandis qu'elle se sépare. Si Myriam espérait trouver de l'aide, l'illusion ne dure pas. Sama n'a pas l'intention de fournir le soutien escompté par les proches de Karen. Les Solinas Rodriguez ont une fois de plus payé pour que le retour de leur fille ne se réalise pas. En plus de ça, la famille reçoit de nouveaux appels. Le cartel leur réclame encore environ $500. Il semblerait que ce soit des escrocs et des menteurs. Comme ils ont entendu parler de l'enlèvement de Karen, ils en ont profité. À ce stade, Myriam semble perdre espoir. Et tu m'étonnes, ça n'avançait pas. Elle ne se faisait plus beaucoup d'idées sur ce qui est arrivé à Karen. Cette dernière ne peut qu'avoir perdu la vie. Elle en fait part à sa seconde fille. Et même en faisant cette terrible supposition, elle n'a pas l'intention de baisser les bras. La mère de famille ira jusqu'au bout. Comme les rencontres avec Sama n'ont mené à rien, Myriam doit trouver d'autres canaux de renseignement. Nous sommes en 2012. Et les réseaux sociaux explosent depuis plusieurs années. C'est un bon moyen de se mettre en relation avec des personnes difficiles d'accès, des personnes qu'on n'aurait jamais croisées dans son quotidien. Ces recherches en ligne portent leurs fruits. Elle va retrouver la piste de Sama. Myriam commence à observer attentivement ses faits et gestes. Il semble que vers cette période, Myriam et son mari se séparent temporairement. La mère de famille et sa fille Azalea déménagent dans une nouvelle habitation. Sa rigueur lui permet de découvrir que Sama est amie avec une jeune femme qui travaille dans un magasin de crème glacée. L'amie est habillée d'un uniforme du magasin dans une photo. Myriam repère le commerce en question, se trouvant à Ciudad Victoria, à 2 heures de route de San Fernando. Myriam réalise une surveillance de plusieurs semaines auprès du commerce. Elle souhaitait connaître les horaires de travail de cette femme par cœur. Elle se dit aussi que Sama va réapparaître dans le secteur. Et cette attente finira par payer. Sama vient voir son ami, puis s'en va. Il ne se rend pas compte que la femme qu'il a dupée quelque temps plus tôt la suit à distance. L'homme rentre à son domicile
révélant par la même occasion ce renseignement à la mère de Karen. Comme Myriam et Sama se sont déjà vus, la mère de Karen ne peut pas revenir dans son quartier aussi simplement. Elle doit poursuivre ses investigations sous couvert d'anonymat, se présenter sous des faux noms. Myriam sait que ce sont des personnes dangereuses qui ont enlevé sa fille. Et ce n'est pas seulement son identité qui doit changer, mais également son apparence. Elle se coupe les cheveux avant de les teindre en rouge, un changement radical pour que Sama ne la reconnaisse pas. Elle s'habille avec un vieil uniforme de travail. Myriam avait un temps été employée de ménage au sein du bâtiment du ministère de la Santé. Myriam revient à proximité du domicile de Sama. Elle se présente aux voisins comme une personne réalisant des sondages dans la rue. C'était un bon moyen de collecter des informations sans paraître suspecte. Elle signale l'enlèvement de sa fille aux autorités locales. La police doit absolument l'aider à retrouver Karen. Mais une fois encore, c'est la déception. Les autorités n'arrivent pas plus que ça à retrouver Karen. La mère de la disparue comprend qu'elle doit prendre les choses en main. Si personne ne veut l'aider à retrouver Karen, elle le fera elle-même. La mère de la disparue reprend les recherches là où elle les a laissées. Myriam a cependant attiré l'attention d'un policier fédéral, suite à ce qu'elle a déjà entrepris. L'homme décide de lui apporter son aide afin de retrouver Karen. Rappelons ici qu'on parle d'une civile depuis le début de notre récit. La mère ne connaissait rien des cartels, et tu te dis que c'était une véritable enquêtrice. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect encore une fois. Elle était vraiment très forte. La mère de la disparue reprend les infiltrations. Ce quotidien particulier va durer 2 ans. 2 années durant lesquelles Myriam n'oublie pas sa fille. Elle veut savoir où elle est et qu'est-ce qu'elle a subi. La mère courageuse récolte des éléments, des preuves pour retrouver Karen. Entre-temps, Sama est finalement mis sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'homme va s'enfuir avant que la police ne se présente à son domicile. Il est repéré par la suite à Ciudad Victoria le 15 septembre 2014. C'est un jour important dans le pays, car il s'agit du jour de l'indépendance du Mexique. De grandes fêtes ont lieu dans le pays. Luis, le fils de Myriam, s'apprête à fermer sa boutique pour participer aux célébrations dans la ville. Il doit cependant servir son dernier client. Ce dernier ne lui semble pas inconnu d'ailleurs quand il s'approche. Après quelques instants de réflexion, Luis se rend compte qu'il s'agit de Sama. Luis ne réfléchit pas et après avoir fait le nécessaire auprès de l'homme, il ferme boutique et le suit. Il a prévenu sa mère ainsi que la police au cours du trajet. Il ne doit pas s'approcher trop près du criminel. Le jeune homme le maintient en ligne de mire le temps que la police arrive. Les autorités débarquent assez vite, vu que Sama était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ici, j'aimerais faire une toute petite pause. Déjà, la coïncidence que Sama se présente dans le magasin du frère de Karen, c'est dingue. C'était juste improbable. Il faut noter aussi le courage de Luis. Il a dû maintenir son sang-froid afin que son attitude n'alerte pas le criminel. Il avait totalement maîtrisé la situation. Grâce à ça, Sama est intercepté par les agents de police. L'individu se débat au cours du processus, prétendant souffrir de problèmes cardiaques. La police ne se laisse pas avoir et le transporte. Et ils vont l'interroger. Sama révèle les identités d'autres membres de cartel impliqués dans l'enlèvement de Karen. C'est environ 10 noms qu'il transmet, ainsi que les lieux où la police peut les trouver. Il va même plus loin, en révélant que la jeune fille est décédée. Parmi les noms que Sama révèle aux autorités, il parle de Cristian José Zapata González. C'est un jeune homme de tout juste 18 ans. Et cela étonne beaucoup les policiers mis sur le dossier. Ils étaient étonnés que ce jeune criminel soit aussi peu âgé. Myriam est présente au poste de police lors de l'interrogatoire du garçon. Elle est accompagnée d'une amie. La mère de Karen entend l'interrogatoire entre l'agent de police et le garçon. L'adolescent aurait demandé à Myriam s'il pouvait voir sa mère et qu'il avait faim. Myriam n'est pas insensible à ce garçon, bien qu'il soit au sein d'un cartel. Elle lui achète et lui apporte à manger. Cette action va toucher Christian. Il sait pourquoi il se trouve ici et que Myriam est la mère de la jeune fille qui a été enlevée. Christian sait que Karen est morte et il connaît la localisation du ranch où l'exécution s'est déroulée. Christian va conduire les autorités sur les lieux. Myriam fait également partie de l'expédition. Le ranch est un véritable lieu d'exécution pour les criminels. Les murs comportent de nombreux trous de projectiles, signe de nombreuses exécutions. Des effets personnels sont laissés à l'abandon dans une pile. C'est un moment particulier pour la mère de famille. On lui confirme sa pire crainte. Elle fait découverte du dernier lieu où sa fille était en vie. Ici, on aurait pu se dire que Christian aurait pu mentir en conduisant les autorités dans un lieu au hasard. Cependant, Myriam trouve un accessoire appartenant à sa fille
un foulard ainsi qu'un coussin de son véhicule. Karen se trouvait bel et bien sur place. Une autre découverte glaçante confirme les dires de Sama, un fémur. Après analyse, il est confirmé qu'il s'agit d'un reste de Karen. C'est finalement en 2014 que les proches de la disparue apprendront le sort subi par la jeune femme. Son corps est retrouvé dans une tombe sans nom, à proximité du ranch. Malgré la rançon payée, Karen a été tuée par ses ravisseurs. Karen est enterrée dans le cimetière de la ville. Cette terrible épreuve ne fait pas taire la voix de Myriam. Même si elle sait ce qui est advenu de sa fille, elle pense aux personnes se trouvant dans la même situation qu'elle. Elle décide de venir en aide aux proches de personnes victimes de ce genre de situation. Elle fonde une association, le Colectivo de Desaparecidos, le collectif des disparus. Myriam est devenue une sorte de modèle pour les familles concernées. À leurs yeux, malgré l'horreur qu'on lui a fait subir à sa fille, c'était une véritable héroïne. Elle n'a jamais abandonné. Ce n'est pas moins de 600 familles qui rejoignent le collectif. Rejoint également le mouvement Missing Shield Parents. En parallèle de la création de son collectif, Myriam pense toujours à sa fille. Comme vous l'imaginez, Myriam souhaite obtenir justice pour Karen. Maintenant que les autorités ont connaissance des noms des coupables, ce n'est plus qu'une question de temps. En récoltant des preuves au cours de son enquête, Myriam impressionne. Elle souhaite maintenant que la police fasse son travail et qu'ils arrêtent les assassins de sa fille. Myriam est consciente qu'elle fait face à des individus dangereux, mais elle n'a pas peur d'affronter la mort. Myriam en fait part à des amis qui la soutiennent dans tout ce qu'elle entreprend. « Je me fiche qu'ils me tuent. Je suis morte le jour où ils ont tué ma fille. Je veux en finir. Je vais éliminer les gens qui ont blessé ma fille, et ils pourront faire ce qu'ils veulent de moi. » Certaines de ces personnes ne font plus partie du cartel, facilitant leur arrestation. L'un d'eux s'est reconverti comme vendeur de fleurs. Un autre s'est plongé dans la pratique de la religion. L'un des suspects est intercepté en plein office à l'église. La communauté présente sur les lieux au même moment est scandalisée. Myriam est approchée au sujet de cette arrestation. Elle n'a aucune compassion pour l'individu en question. Et voici ce qu'elle va dire. Où était leur compassion quand ils ont tué ma fille? Et elle a pas tort. Ils n'ont eu aucune pitié. Je trouve ça dingue qu'on demande à la mère d'une victime de meurtre si elle a de la compassion pour un complice de meurtre. Les membres de cartel sont conscients des crimes qui sont commis par leur organisation. Ici, je ne pense pas que les membres de cartel deviennent aussi gentils du jour au lendemain. Et pour ce qui est des crimes commis en leur présence, je pense qu'il est nécessaire d'assumer les conséquences. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser sincèrement. Répondez-moi dans les commentaires parce que là, on ouvre un petit débat. Selon vous, est-ce qu'un membre de cartel a le droit à une seconde chance? Est-ce qu'il a le droit à être considéré comme un autre individu quand il réinsère la société? Donc on parle bien d'un homme ou d'une femme qui ont commis des crimes et qui réinsèrent la société. Selon vous, est-ce qu'il mérite une seconde chance, oui ou non? J'attends vos arguments dans les commentaires. Concernant Myriam, elle ne souhaitait pas leur mort. Elle voulait que ces personnes soient juste poursuivies en justice. Peu après les premières arrestations, le climat dangereux s'intensifie autour des proches de Myriam. Le mari de cette dernière est lui-même victime d'une tentative d'enlèvement. Quand ça se produit, Myriam est là. Myriam poursuit les individus en voiture tout en prenant contact avec les autorités. Il est hors de question qu'elle laisse passer cette chance. C'est l'armée mexicaine qui lui vient en aide et qui intercepte le groupe. Si je vous ai dit un peu plus tôt que la corruption gangrénait les autorités, les cartels ne font pas l'unanimité. L'armée n'apprécie pas de voir d'anciens collègues à eux se lancer dans des guerres de substances et de meurtres. Myriam est également critique à l'égard du gouvernement de son pays. Les autorités ne l'ont pas aidé à savoir ce que Karen avait vécu, mais elles ne sont pas seules fautives à ses yeux. Si les cartels ont autant de pouvoir dans le pays, c'est parce que le gouvernement n'a rien fait pour les contrer. Et pourquoi ferait-il quelque chose contre ces organismes d'ailleurs? Il est reconnu que certains élus et politiciens ferment les yeux en échange de belles sommes d'argent. Leurs rôles peuvent même s'étendre au statut de taupe au sein des autorités. En mars 2017, une importante évasion intervient en pénitencier de Ciudad Victoria. Une vingtaine de détenus ont creusé un important tunnel dans le but de s'enfuir des murs de la prison. Cette prison abritait des suspects dans l'affaire du meurtre de Karen. Un vent de panique se diffuse dans tout le Mexique. Le 10 mai 2017, Myriam est attaquée au niveau de son domicile à San Fernando. Elle était sur le point de rentrer dans sa maison quand les faits ont eu lieu. Quelque temps auparavant, elle s'était blessée au pied et se déplaçait à l'aide de béquilles. Elle s'était lancée à la poursuite d'un individu suspect, occasionnant cette blessure. Une voiture s'arrête non loin d'elle.
Les occupants du véhicule sont armés lourdement, et c'était certainement ceux que Myriam a fait mettre en prison. Les hommes vont tirer à de nombreuses reprises sur la militante. La résidente de la maison est atteinte de plusieurs balles avant d'être laissée pour morte. Le véhicule disparaît suite à l'attaque. Son mari se trouvait à l'intérieur de la maison à regarder la télévision. Il n'a rien vu venir, il n'a rien pu faire. Le couple s'était reformé et vivait sous le même toit. Il a tout entendu, mais comme je vous l'ai dit, il n'a rien pu faire. L'homme la retrouve face contre terre dans l'allée de la maison. Myriam souhaitait saisir un objet dans son sac avant de s'effondrer. Elle s'était munie d'une arme à feu afin de pouvoir se défendre. Les secours sont parvenus immédiatement. Myriam est alors gravement blessée. Il faut d'urgence la conduire à l'hôpital pour espérer la sauver. Malheureusement, les blessures sont beaucoup trop importantes. Elle décède sur le trajet à l'âge de 57 ans. Tristement, Myriam est morte le jour de la fête des mères. En examinant son corps suite à son décès, ce n'est pas moins de 12 projectiles qui sont retrouvés. Ils n'ont laissé aucune chance à Myriam de s'en sortir. Le Mexique est choqué en apprenant le décès de cette femme. Depuis la disparition de sa fille, Myriam était un visage connu. Elle n'était pas dupe concernant le combat qu'elle menait. Elle savait que cela pouvait la mettre en danger. Myriam a fait appel à la police plusieurs fois afin d'obtenir une protection de leur part suite à l'évasion des prisonniers. La militante avait reçu de nombreuses menaces de mort de la part des réseaux criminels. Ces nombreuses demandes sont restées vaines. Le jour même de l'assassinat de Myriam, des manifestations avaient eu lieu dans le pays concernant les droits humains. Le meurtre de Myriam s'inscrit dans un terrible schéma. De nombreux autres militants du droit humain, des journalistes ainsi que plein de personnes ont été tuées le même jour. Les hommages sont rendus dans le pays suite à cette mère courageuse. Elle n'a jamais lâché son combat et a apporté son aide aux autres. L'agent fédéral qui l'avait rejoint dans ses investigations témoigne auprès du New York Times. Quand elle a mis ses dossiers sur la table, je n'avais jamais rien vu de tel. Les détails et les renseignements recueillis par cette femme, qui travaillait toute seule, étaient incroyables. Le gouverneur de l'État, Francisco Javier, fait également part de son ressenti suite au meurtre. Le gouvernement de Tamaulipas ne permettra pas que la mort de Myriam Rodriguez ne devienne qu'un chiffre. Le gouverneur revient d'ailleurs sur le fait qu'on avait refusé une protection policière à Myriam avant son décès. Il assure qu'une patrouille de police passait 3 fois par jour au niveau du domicile de la militante. Myriam n'avait pas que des amis au sein des élus locaux et de l'État. La militante ne mâchait pas ses mots et sa manière de s'exprimer provoquait parfois des conflits. Son engagement était cependant reconnu et salué. Les autorités se lancent à la recherche des suspects du meurtre de Myriam. Elles reprennent des éléments que la militante avait elle-même récoltés lors de ses recherches. 2 d'entre eux ont finalement été retrouvés et ont été mis en état d'arrestation. Un 3e a perdu la vie au cours d'une fusillade. Le collectif de Myriam a été repris par la suite par son fils Louis. Cependant, l'organisation n'a plus été la même après le décès de sa fondatrice. La détermination de la mère et de son courage était l'élément principal du collectif. L'organisme n'aura pas survécu à ce terrible drame. Myriam est enterrée au Panthéon San Francisco de la ville, aux côtés de sa fille, Karen. La cérémonie funéraire est forte en émotion. Un groupe va jouer de la musique pour les personnes présentes. De nombreux discours sont prononcés en l'honneur de Myriam. 3 ans après le décès de la militante, le bureau du procureur général de l'État fait une déclaration. Il n'a pas été en mesure de retrouver l'ensemble des responsables de l'assassinat de Myriam. Les 2 individus interpellés ont été condamnés à 10 ans et 15 ans d'incarcération. Quelques semaines seulement avant le jour de son décès, Myriam s'était blessée lors d'interpellation du dernier suspect complice du meurtre de sa fille. Il s'agissait d'une femme qui exerçait désormais en tant que nourrice pour une famille de Ciudad Victoria. La mère de famille est allée au bout de sa chasse aux assassins. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire, avant de passer à notre histoire bonus. Alors quoi vous dire à part que cette histoire est un film? Jamais tu t'imaginerais que tout ça est réel, sérieux. Cette histoire est juste improbable. Elle est horrible. Et j'ai beaucoup de respect pour cette mère qui n'a jamais lâché, qui a tout fait pour rechercher sa fille au péril de sa vie. Elle est morte pour avoir milité contre ces cartels. Elle est morte car elle a voulu la justice. Elle a été sauvagement assassinée par des monstres. Myriam était une mère aimante. Elle avait un mari, des enfants, un emploi. Rien ne semblait perturber son quotidien jusqu'à ce que le pire arrive. Avec l'enlèvement de Karen, c'est l'innocence de la famille qui a été arrachée. La demande de rançon n'a pas tardé.
avec toutes les complications que cela peut engendrer. Les cartels demandent souvent des sommes importantes et les Salinas Rodriguez ne sont pas des personnes aisées. Ils empruntent de l'argent dans l'espoir que Karen revienne à la maison. Après un premier échec, Myriam pense qu'une autre solution est possible. Un membre de cartel du nom de Sama indique vouloir les aider, mais c'est une fois de plus une escroquerie. Myriam devient alors une véritable enquêtrice. Elle collecte des indices au fur et à mesure de ses rencontres dans des réseaux criminels. La mère de famille fait bien appel aux autorités, mais cela ne mène à rien. Il n'y a qu'elle et elle seule qui fait bouger les choses. Myriam retrouve la piste de Sama, et c'est suite à son arrestation que la terrible vérité sort. Il aura fallu 2 ans pour que la famille de Karen sache ce qu'il est advenu de la jeune femme. Elle est malheureusement décédée. Bien qu'anéantie, Myriam souhaitait que justice soit faite. Elle souhaite que les criminels soient arrêtés. En parallèle de ce nouveau combat, elle fonde une association. Son cas est loin d'être isolé, et elle souhaite venir en aide aux autres familles. Sa détermination la fait connaître à travers le pays. Plusieurs années après l'assassinat de sa fille, c'est Myriam qui subit un sort similaire. Elle est attaquée chez elle par plusieurs individus armés. Myriam ne survivra pas à ses blessures. Avec sa mort, le pays perd une militante des droits humains. Ici, j'ai une pensée particulière pour les proches de Salinas Rodriguez. Quand je pense à ce qu'a vécu cette famille, cela m'attriste. Il y a eu l'enlèvement de Karen, suivi de son assassinat. La tentative d'enlèvement de son père pour se terminer sur l'assassinat de Myriam. Sur visiblement 5 personnes, 2 d'entre elles ont perdu la vie, et ce, dans de terribles circonstances. J'ai l'impression que si le cartel en avait eu la possibilité, c'était l'ensemble de la famille qui aurait été effacé de la surface de cette terre. J'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Et maintenant, je vous propose de passer directement à notre histoire bonus. Let's begin. L'histoire débute par la rencontre de 2 jeunes personnes encore dans l'adolescence. Il s'agit de Nicolas Chafoulet, 18 ans, et Cécile Bourgeon, à peine 17 ans. Cécile est une jeune fille ayant connu une enfance assez difficile et baignée dans la violence, le père n'hésitant pas à la battre au même titre que sa mère. L'adolescente sombre dans la drogue et elle est en échec scolaire. Et concernant Nicolas, nous avons très peu d'informations à son sujet. On sait que ses parents viendront à se séparer, mais je ne sais pas si cet événement a eu lieu au cours de son enfance ou bien plus tard. Le couple se forme en 2004 exactement. Les 2 adolescents partagent une triste addiction aux stupéfiants, Nicolas étant également consommateur d'héroïne. La stabilité du couple est très bancale pendant cette période. Cécile tombe enceinte accidentellement, ce qui bouleverse légèrement le couple. Nicolas ne se sent pas prêt à devenir père, mais se range du côté de sa compagne, qui désire garder cet enfant. Et c'est là qu'ils accueillent Fiona en 2008. Ici, on peut imaginer qu'il ne voulait pas garder l'enfant suite à ses antécédents, concernant la drogue, etc. C'était pas la meilleure des périodes. Et quand on regarde bien, ça peut se comprendre. Mais enfin bref, Nicolas est proche de sa fille, ce qui ne semble pas au goût de sa compagne, qui se sent légèrement délaissée. Une seconde petite fille, Léa, va voir le jour en 2010. Mais les tensions au sein du couple ne s'apaisent pas et ne permettent pas de ressouder Nicolas et Cécile. Ici, je vais faire une parenthèse concernant le prénom de la petite sœur de Fiona. J'ai préféré renseigner dans mon récit le nom d'emprunt donné dans certains articles afin de préserver l'anonymat de cette fillette. Le nom de sa sœur est tristement célèbre, donc essayons de ne pas en rajouter en préservant son anonymat. Bref, poursuivons. Le couple finit par se séparer en 2012, et c'est là qu'une sorte de garde alternée se met en place. Les filles sont chez leur mère la semaine, tandis que Nicolas les a le week-end. Mais il arrivait parfois au père de s'occuper de ses filles en semaine, quand Cécile travaillait. Mais il faut noter que c'était assez occasionnel, mais il était prêt à prendre soin de ses enfants. Concernant Cécile, elle sera violée par un homme, quelque temps après la séparation avec son compagnon. L'homme qui s'en est pris à elle sera d'ailleurs condamné à 12 ans de prison bien plus tard. La jeune maman va sombrer suite à cet événement. Elle se plonge encore plus dans la drogue, ce fléau qui était en train de la détruire. Entre-temps, alors qu'elle se réapprovisionne en substances, elle fait la connaissance de Berkan Maklouf. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Et Berkan emménage assez rapidement avec Cécile et ses filles. Cécile était vue comme une bonne mère par son entourage, avant l'arrivée de son compagnon dans sa vie. Berkan va couper Cécile des autres. Il se montre menaçant et n'hésite pas à l'insulter devant les amis de cette dernière. L'homme est une personne décrite comme lunatique et dominant. C'est ce que dira Nicolas Chafoulet dans une interview donnée au journal Le Point en septembre 2013.
Nicolas n'avait plus la possibilité de prendre contact avec son ex-compagne comme avant, et Berkane empêchait le père et ses filles de se retrouver. Fiona lui aurait avoué un jour qu'il lui avait fait mal. Elle lui a dit tout ça sans pour autant qu'il sache l'étendue de l'événement en lui-même. Il tentera de poser des questions à la fillette sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'aura pas plus de détails. Les filles manquaient également l'école des jours entiers. C'est Berkane qui prenait les décisions. Et tous ces choix n'entraînaient pas que des conséquences sur son foyer, mais également sur la vie du père et des filles. L'homme racontera qu'une altercation aura lieu entre lui et le nouveau conjoint de Cécile. Nicolas préférera frapper un poteau plutôt que Berkane, et il se brisera le tibia. À partir de la date du 9 septembre 2012, date à laquelle Nicolas tente de discuter de la situation avec son ex-compagne, le père n'aura plus la possibilité de voir ses filles. Fiona est une petite fille de 5 ans au moment des faits, blonde aux yeux bleu-vert. Elle vit avec sa petite sœur, sa mère et son beau-père depuis environ 1 an au moment de sa disparition. L'institutrice de Fiona la décrit comme une petite fille pleine d'énergie, vive, avec du caractère. Tout le monde à son école était du même avis, bien que la petite semblait un peu plus fatiguée, triste et pâle que d'habitude, quelques jours avant les faits. La fillette portait un bandeau autour de sa tête, sans que ça n'inquiète son entourage. Le 12 mai 2013, c'est là que tout va basculer. Cécile Bourgeon rapporte la disparition de sa fille en fin d'après-midi. Elle se trouvait alors au parc Monchtuzet de Clermont-Ferrand, avec sa petite sœur Léa, ainsi que sa mère, qui était alors enceinte de 6 mois. Cécile indique s'être endormie un court instant alors que ses filles jouaient avec d'autres enfants. Elle cherche sa fille pendant 3/4 d'heure avant de se rendre au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition. Nicolas Chafoulet, le père, est entendu. Comme il est séparé de la mère et de ses filles, les soupçons se portent sur lui. Le domicile de la mère de Nicolas est perquisitionné. Les enquêteurs supposent que l'homme aurait pu avoir l'intention d'enlever sa fille. Cécile aurait apparemment orienté les enquêteurs vers son ex-conjoint. Donc ici on a la disparition d'une petite fille et on a la mère qui va viser directement son ex-compagnon. Dit comme ça semble assez logique, mais attendons de voir la suite. L'homme avouera qu'il n'a plus vraiment de contact avec ses filles depuis 7 mois. Depuis un conflit avec son ex-compagne. Le 14 mai, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans. Là, il fallait faire vite, un enfant était en danger et chaque seconde comptait. Le témoignage de la mère est pris au sérieux et un vaste dispositif est enclenché afin de pouvoir retrouver Fiona saine et sauve. Le 16 mai, Cécile apparaît à la télévision lors d'une séquence déchirante. La France entière découvre le visage de la mère de la petite Fiona, dont la photo est visible dans les médias depuis le signalement de sa disparition. La jeune maman de 25 ans apparaît en pleurs face aux caméras, implorant au retour de sa fille. Elle prononce les mots suivants face aux journalistes. « Je lance un appel à tout le monde, à tous les Clermontois, à tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. On a un seul but, c'est de retrouver Fiona. On a vraiment besoin de soutien, d'aide, n'importe qui voit Fiona, qu'il nous la ramène, c'est tout. » Une ligne téléphonique est ouverte en parallèle par la police afin de recueillir les témoignages en rapport avec la disparition de Fiona. Le 25 mai, une marche blanche a eu lieu dans la ville et cela va rassembler plus d'une centaine de personnes. L'association Tous Ensemble pour Fiona et sa famille est fondée. L'enquête reste très laborieuse pour les autorités. En effet, les quelques témoignages recueillis sur le jour de la disparition de Fiona et les jours suivants ne sont finalement plus aussi crédibles. La ligne téléphonique n'a malheureusement pas donné grand-chose. Les investigations ne semblent reposer que sur le signalement donné par la mère le 12 mai. Alors que les recherches se poursuivent afin de retrouver Fiona, le couple déménage à Perpignan pendant l'été, soit à plus de 400 km de Clermont-Ferrand. Il se rapproche ainsi de la famille de Cécile. La jeune femme accouche de son 3e enfant, un jeune garçon, en août 2023. Les enquêteurs soupçonnant au départ l'entourage familial dans toute affaire criminelle, il n'est pas étrange que ceux-ci aient orienté leurs premières recherches vers la mère et le beau-père. Cécile et Berkane seront placés sur écoute et leurs ordinateurs contrôlés. En juin 2013, soit environ 1 mois après l'annonce de la disparition, tout le monde est sûr d'une chose. Cécile et Berkane sont en lien avec la disparition de la petite fille. Cependant, la mère est enceinte, donc l'arrestation du couple ne peut pas avoir lieu. Le mois suivant la naissance du fils du couple, l'interpellation a lieu à Perpignan. Dans l'appartement du couple, aucune affaire de Fiona ne sera retrouvée. Pas même une photo, rien, comme pour effacer complètement son existence. Le 24 septembre 2013, le couple Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf est placé en garde à vue par la police.
Et c'est là que la mère de la fillette va passer aux aveux, après une journée en garde à vue. Elle va dire que Fiona n'a jamais disparu dans un parc, elle est morte dans d'atroces circonstances. Cécile raconte que sa fille est décédée suite à des coups reçus de la part de son beau-père et qu'elle a menti sur les événements rien que pour lui. Berkane, le 26 septembre, va dire lui aussi que Fiona est morte. Il va dire qu'elle est morte mais qu'il n'a rien fait pour en arriver là. Il indique qu'il n'avait pas la volonté de causer la mort de Fiona, qu'il s'agissait simplement d'un accident domestique. Fiona aurait reçu un coup assez puissant à la tête, provoquant l'apparition d'un important hématome. Il n'hésite pas à accuser également sa compagne d'avoir commis des violences à l'encontre de sa fille, donnant des coups de pied, des coups de poing au ventre et au visage de Fiona. La petite est prise de vomissement suite aux violences multiples répétées au sein de son foyer. Fiona se serait étouffée dans son vomi la nuit. Et le corps, quant à lui, aurait été retrouvé que le matin, dans son lit. Le corps de la fillette sera enterré dans un bois, près du lac Haïda, à une vingtaine de kilomètres du domicile familial. L'histoire veut que la petite sœur de Fiona était installée juste à côté du corps de la fillette, dissimulée dans un sac de voyage. La terrible machination est mise en place entre le couple. Fiona n'est pas morte. Elle a disparu lors d'une sortie avec sa mère et sa sœur. Cécile admettra d'ailleurs que Fiona subissait de la maltraitance dans le foyer de la part de son beau-père. Elle était le punching ball de son conjoint sans qu'elle n'intervienne. La mère assure ne jamais avoir violenté sa fille, bien que son conjoint n'affirme le contraire. Cette mère en pleurs, vue à la télévision par des milliers de personnes, aura menti à toute la France entière. Elle a préféré protéger son conjoint avec qui elle était depuis peu, plutôt que sa fille de 5 ans qu'elle disait aimer. Déjà là, j'ai même pas les mots. Comment tu peux agir de la sorte? Les enquêteurs et les journalistes avaient depuis le début l'un des coupables devant leurs yeux. Un tel niveau de manipulation, de mensonge, c'est triste quand on y pense. Heureusement que les autorités ont pu surveiller le couple et agir rapidement. Les aveux du couple est un véritable choc, après tous ces mois de recherche et d'incertitude. Cécile et Berkane déclarant d'ailleurs souffrir d'une amnésie passagère sur certains détails des faits. Mais bien sûr! Sérieusement, vous y croyez, vous? J'ai l'impression qu'ils se payent nos têtes. Une amnésie passagère, hein? Quand ça nous arrange. Le père de Fiona, quant à lui, apprendra la nouvelle de la part de sa mère, qui, elle, l'a appris par le biais des médias. Le couple qui se montrait triste et les larmes aux yeux est vu d'une autre manière, et l'affaire Fiona prend une ampleur plus importante. La presse qui titrait la disparition de la fillette documente désormais le feuilleton judiciaire à venir. Le 30 septembre, Nicolas Chafoulet fait une demande auprès de la justice pour avoir la garde de sa fille Léa. Depuis que Cécile et Berkane ont été arrêtés, la fillette de 3 ans a été confiée à la garde de ses grands-parents maternels. Il indiquera qu'il n'avait plus de contact avec elle depuis 1 an environ. Et aussi il dira qu'il n'était pas au courant des violences exercées dans le foyer de son ex-compagne. Ici le père semble très sincère, il veut du bien pour sa fille, et il veut prendre sa garde pour en prendre soin. Il en a perdu une, alors c'est déjà terrible, alors il ne veut plus perdre de temps. Et ça se comprend, il faut profiter de ses enfants tant qu'il en est encore temps. Regardez ce qui s'est passé, du jour au lendemain, hop, il n'y a plus personne. Ton pauvre enfant, ton sang, celle que tu aimais plus que tout, est parti. C'est tellement triste, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Le 7 octobre, une marche blanche est organisée à Clermont-Ferrand, en mémoire de la petite Fiona. Il y aura plus de 2000 participants pour cet événement. Le 22 octobre, le couple est mis en examen pour violence aggravée ayant entraîné la mort, et ils sont ensuite conduits en prison. Cécile et Berkane sont également poursuivis pour non-assistance à personne en danger et recel aux dissimulations de cadavres. Suite à l'incarcération du couple et aux révélations faites, les enquêteurs ne sont malheureusement plus à la recherche de Fiona vivante, mais de son corps. Cécile et Berkane sont interrogés fréquemment pour savoir où elle se situait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'aura jamais la réponse. Aucun des deux ne sera en mesure de donner l'emplacement exact. Une 4e et dernière tentative de fouille sera faite dans le secteur Haïda, près de Clermont-Ferrand, le 13 mai 2014, soit 1 an après le signalement de la disparition de la fillette. Les indications de Cécile et Berkane ne permettront pas aux autorités de retrouver la pauvre Fiona. Cette affaire connaîtra plusieurs procès, et je vais tâcher d'être le plus clair afin de ne pas vous perdre. Je vais essayer de vous raconter le plus clair possible comment tout s'est déroulé. Il y a eu pas mal de rebondissements, donc m'en voulez pas si j'ai oublié des moments cruciaux. Le premier procès de l'ex-couple Bourgeon-Maclouf s'ouvre le 14 novembre 2016 à Riom, devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Le 25 novembre, le tribunal condamne Berkane Maclouf à 20 ans de prison
reconnue coupable de violences ayant entraîné la mort. Cécile, quant à elle, est condamnée à 5 ans de prison pour non-assistance en personne en danger, pour recel ou dissimulation de cadavres, et aussi pour modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère d'un crime. Le choc est rude, autant pour la famille de Fiona que pour le reste de l'Assemblée. Le rôle de Cécile semble minimisé dans les faits ayant conduit à la mort de Fiona. 3 jours après les condamnations, le parquet de Clermont-Ferrand fait appel du verdict pour les 2 accusés. Cécile essaie de mettre fin à ses jours en prison en juillet 2017 avec des pilules. Presque 1 an plus tard, le 9 octobre 2017, le procès en appel de Cécile et Berkane s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Loire. Les peines de prison des accusés pourraient atteindre 30 ans. Le 13 octobre, les débats sont animés. Maître Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, exprime sa réticence à l'intervention d'un témoin proche de l'ex-couple Bourgeon-Maclouf. Celui-ci a été conseillé par l'avocat de Berkane lors d'une garde à vue au moment des faits. Le représentant de l'accusé se sent insulté par les remarques de l'avocate. Il affirme que la représentation de ce témoin avait été faite sur demande de la police et en aucun cas les déclarations ont été orientées. Fiona était d'ailleurs toujours portée disparue à ce moment précis. Les avocats de la défense quittent la salle d'audience, s'estimant mis en cause personnellement par l'avocate de l'association Innocence en danger. Ils refuseront de revenir tant que leur confrère assistera au procès et feront part de la situation avant de quitter les lieux. Malgré des excuses de la part de l'avocate en question et l'intervention du président de la cour d'assises, les représentants de la défense demeurent sur leur position et le procès sera repoussé dans les mois qui suivent. Le 2e procès en appel du couple s'ouvre à nouveau à la cour d'assises de la Haute-Loire le 29 janvier 2018. Le 11 février, le couple est reconnu coupable pour les coups ayant entraîné la mort de Fiona. Cécile et Berkane sont tous 2 condamnés à 20 ans de prison. L'avocat général estime que le couple Bourgeon-Maclouf était tortionnaire et que la violence avait eu lieu conjointement pendant les jours et les heures précédant la mort de la fillette. Un avocat de Nicolas Chafoulet dira « Ce dont on est sûr, c'est qu'avant de mourir, cette petite fille a vécu l'enfer ». Le 13 février, les avocats de la défense déposent un pourvoi en cassation. Le 20 février 2019, la Cour de cassation casse le verdict du 2e procès en appel de Puy-en-Velay. L'avocat de Cécile Bourgeon a dénoncé une réunion entre le président de la Cour et des avocats des parties civiles avant l'audience. Cécile Bourgeon sort de prison, ayant déjà effectué sa peine de 5 ans de prison lors de son premier jugement. Quand elle sort, la mère de Fiona fait la connaissance d'un homme. Elle se marie avec lui à Perpignan le 20 décembre 2019. Alors qu'une nouvelle audience doit avoir lieu d'ici les prochaines semaines dans l'affaire du meurtre de sa fille. Un 4e procès devra se tenir dans l'affaire de la petite Fiona en janvier 2020. Le procès sera repoussé au mois de mai 2020 suite à la grossesse de Cécile. Elle va accoucher d'une petite fille en février 2020 qui lui sera retirée à la naissance. Cécile tentera de récupérer sa garde, mais elle lui sera refusée en juin 2020. Avec l'épidémie du Covid-19, la nouvelle date prévue en mai 2020 sera à nouveau repoussée de plusieurs mois. Le 4e procès de l'ancien couple s'ouvre finalement en décembre 2020. L'avocat de Berkane Maclouf avait déposé vers la fin novembre une demande de remise en liberté pour son client. Celle-ci sera rejetée. Cécile Bourgeon y comparaît libre. Et c'est au cours de ce procès que la personnalité de Berkane est détaillée. Je vais vous raconter son histoire afin d'en savoir un peu plus. Le père de Berkane meurt alors qu'il a 4 ans. L'homme décrit une enfance difficile, parmi 4 frères et sœurs issus d'unions différentes. Il subit des violences de la part d'un frère aîné. D'origine algérienne, il dit qu'il n'est jamais allé là-bas et que son pays, c'est la France. Sa mère, une femme de ménage, peine à s'en sortir et il sera placé. Berkane est en échec scolaire et il arrête les cours vers 16 ans. Concernant son parcours professionnel, il sera également semé d'embûches. Il va laisser tomber ses formations de maçon et couvreur au bout de quelques mois. Il vit de petits boulots non déclarés et la drogue et les violences font partie de son quotidien. Il parlera de ses relations amoureuses qui se terminent. Il dira les choses suivantes. Des relations passionnelles, et ça finit mal le plus souvent. J'ai rencontré Cécile à Clermont-Ferrand quand elle venait de se faire violer. On a eu le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est ce qu'il racontera concernant la rencontre avec Cécile. Pour lui, c'était une évidence, il voulait se mettre avec. Et il voulait même lui faire un enfant. Il aimait s'occuper des filles et conduire Fiona à l'école. Contrairement à son ex-compagne, il n'est pas soutenu par sa famille et assure ne pas avoir eu de visite depuis 2014 et vit l'isolement depuis son incarcération.
3 anciennes compagnes décrivent également sa personnalité. S'il était quelqu'un de gentil et attentionné, sa toxicomanie a malheureusement eu raison de son comportement. L'homme aura des comportements violents que ses anciennes relations associeront au manque d'argent ainsi qu'au fait qu'il ne trouvait pas de travail. Il est décrit comme dominant, toxique, isolant ses conjointes de leur famille après s'être montré séducteur et attentionné. Si certaines ont subi des violences, elles n'auraient pas pu affirmer que plus tard, il s'en prendrait à un petit enfant. L'homme dira à l'une de ses femmes venues témoigner « J'espère que tu as refait ta vie. Tu vois, moi j'ai mal fini. » Le 16 décembre 2020, Cécile est condamnée à 20 ans de prison et se voit retirer son autorité parentale sur ses enfants. Berkane prendra 18 ans par la cour d'assises du Rhône. Quant à Cécile, elle tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours. C'était juste après avoir eu le résultat du procès. Elle va ingérer du Subutex en quantité, un médicament qui permet de supprimer les effets de manque pour les personnes dépendantes à la drogue. Son pronostic vital ne sera pas engagé. Les avocats de Cécile Bourgeon tenteront de faire casser le jugement de ce dernier procès. La mère de Fiona n'est plus vue comme une complice, mais comme étant actrice désormais des faits au même titre que Berkane. Sa peine de prison est plus importante que son ex-compagnon. D'ailleurs, juste une petite question qui peut sembler un peu bête, mais vous en pensez quoi de la maman ? Un responsable à 100% comme son ex-compagnon, ou peut-être qu'il y a une zone d'ombre ? Dites-moi et n'hésitez pas à mettre vos hypothèses, j'aimerais bien savoir. Concernant le pourvoi en cassation, il sera rejeté le 16 février 2022, validant ainsi définitivement les peines de la cour d'assises du Rhône. Si toutefois les violences commises par Berkane n'étaient pas faites pour donner la mort, la violence faisait partie du foyer. Léa, la petite sœur de Fiona, faisait état d'hématomes au moment de l'arrestation du couple par les gendarmes en 2013. Là, ils avaient suffisamment de preuves. Les violences, que ce soit dans la famille ou ailleurs, c'est pas normal. Personne ne devrait avoir à subir des violences et même à en commettre. La violence sur les enfants est d'autant plus terrible. Ils ne sont pas en capacité de se défendre, les agresseurs étant en général en situation de force, voire même de dominance. Nicolas Chafoulet se rendra sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui » en 2020, soit 7 ans après les faits. Il retrace son parcours depuis la nouvelle de la disparition de sa fille jusqu'à aujourd'hui. Il assurera ne pas avoir eu de contact avec son ex-compagne pendant les 4 mois entre la disparition et les aveux de celle-ci concernant sa fille. Ses soupçons seront renforcés de son côté, au moment où Cécile et Berkane décideront de déménager à Perpignan. Le corps de Fiona ne sera malheureusement jamais retrouvé, ce qui est un déchirement pour lui. Le processus de deuil est difficile, dans le sens où il n'est pas possible de se recueillir à un endroit précis, qu'il n'y a même pas un lieu de culte afin de rendre hommage à Fiona. Nicolas se concentre désormais sur sa fille Léa, dont il a la garde désormais, et qui lui a permis de tenir tout ce temps. Et aujourd'hui, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont toujours incarcérés. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Fiona Chafoulet. Une histoire qui fait froid dans le dos. Un enfant qui va perdre la vie du jour au lendemain, alors qu'il vivait sa vie pleinement. La folie humaine me choquera toujours, sérieux. Comment tu peux avoir un enfant et oser mettre la main dessus ? Meskina la pauvre, elle avait seulement 5 ans. Seulement 5 ans. C'était un ange, un petit bout qui va connaître l'enfer au sein de son foyer. Même sa propre mère, son propre sang, ne la protégera pas. C'est dire à quel point c'est allé beaucoup trop loin. Et rappelez-vous, il y avait aussi sa petite sœur, qui était d'ailleurs elle aussi la cible de violence de cet homme horrible. Heureusement pour elle, elle est saine et sauve aujourd'hui. Mais malheureusement, Fiona, elle, n'a pas eu cette chance. Et comme je le disais en début de vidéo, dans l'intro, c'était un ange. Qu'elle puisse reposer en paix. Cette vidéo avait pour but de non seulement lui rendre hommage, mais aussi de voir à quel point l'être humain est capable du pire, de se rendre compte de tout ça. On oublie parfois l'essentiel, prendre soin de nos proches, prendre soin de nos enfants, des êtres qui nous sont chers. J'ai énormément de peine pour ce père qui doit avoir le cœur brisé aujourd'hui. Imaginez une seule seconde la souffrance qu'il doit ressentir. Perdre un enfant, je le souhaite à personne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire concernant cette affaire. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'est important. C'était Mogota.